Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir. Le retour des Iraniens expulsés. Le gouvernement évoque des raisons humanitaires et obtient l'assurance que les grèves de la faim vont cesser. Dans quelques instants, rappel de l'affaire et tout dernier développement. La décision d'hier soir est accueillie, vous vous en doutez, avec satisfaction par le Haut Commissariat aux réfugiés. Soulagement également au Gabon. En France, la classe politique s'interroge. Hausse des prix 3,1% en 87, chiffre officieux après l'estimation de plus 0,1 en décembre, l'écart avec la RFA se réduit. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande à Israël d'annuler l'ordre de déportation de 4 Palestiniens. Ils avaient été expulsés hier des territoires occupés vers le Liban. Un spot télévisé et un budget de 4 millions de francs. Le ministère de la Santé lance une campagne anti-tabac. Objectif les jeunes qui fument de plus en plus tôt. Le frisson des touristes chinois au Tibet. Pour eux, la province annexée est une terre d'exotisme et d'arriération. Ainsi l'a décrit le discours officiel chinois. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Billet retour donc pour 7 Iraniens expulsés en décembre dernier. 8 autres sont transférés en Espagne dans l'attente d'un réexamen de leur cas. Voilà pour les faits. Cette marche arrière du gouvernement français, annoncée tardivement hier soir, a été décidée pour des raisons humanitaires. Officiellement, elle fait suite à un accord intervenu entre Robert Pandreau et un émissaire des Moudjahidines du peuple. Au-delà d'une polémique sur le bien fondé des expulsions, cette décision met un terme à une situation qui embarrassait visiblement le gouvernement français. Nous y reviendrons tout à l'heure. Concrètement, le premier avion en provenance de Libreville s'est posé à Madrid tout à l'heure, aux alentours de 17h45. Sur place, une correspondance de Philippe Lefebvre. Voilà, j'ai l'impression que nous n'avons pas la liaison avec Philippe Lefebvre. Nous avons également des moyens directs, j'espère qu'ils fonctionneront tout à l'heure, avec Isabelle Bechler qui attend le second avion affrété par une compagnie suisse et qui arrivera lui sur l'aéroport d'Évreux. Il a 7 Iraniens ex-expulsés à son bord. Nous y revenons dans quelques instants. L'affaire des Iraniens a débuté, je vous le rappelle, le 7 décembre dernier par l'expulsion vers le Gabon de 17 personnes. 17 personnes, 14 Iraniens et 3 Turcs sympathisants des Moudjahidines du peuple. Expulsion suivie d'une polémique, l'opposition parlant de marchandage entre Paris et Téhéran, quelques jours après la libération des 2 otages français. Le rappel des faits avec Pascal Deschamps. Sitôt connue l'expulsion vers le Gabon des 15 réfugiés iraniens et turcs, le siège des Moudjahidines du peuple était en pleine effervescence. Pour les opposants au régime de Khomeini, pas de doute, la France venait de payer par ces expulsions le retour de ces 2 otages. Dès leur arrivée à Libreville, les expulsés entamaient une grève de la faim illimitée, bientôt suivie par leurs familles et amis restés en France. Une vingtaine d'entre eux s'installaient à Neuilly, devant le siège du Haut Commissariat pour les réfugiés. L'affaire des expulsés iraniens ne faisait que commencer, une affaire qui allait mobiliser les défenseurs des droits de l'homme en France et à l'étranger, mais qui allait aussi avoir très vite des implications politiques. Le 16 décembre 87, Charles Pasqua faisait face aux critiques. Les expulsés menaçaient bien l'ordre public. Pour le Haut Commissariat pour les réfugiés, cette réponse n'était pas convaincante. Les avocats des expulsés demandaient quant à eux au gouvernement de produire ses preuves. Enfin, le 23 décembre, le président de la République lui-même s'interrogeait sur le respect des conditions d'application du droit d'asile. Au regard de nos lois, comme au regard de la Convention de Genève, il faut que ces conditions soient respectées. L'ont-elles été? Si elles ne l'ont pas été, alors il faut remettre en position la discussion sur le droit des réfugiés en question. Par une compagnie suisse et qui arrivera lui sur l'aéroport d'Évreux. Il a 7 Iraniens ex-expulsés à son bord. Nous y revenons dans quelques instants. L'affaire des Iraniens a débuté, je vous le rappelle, le 7 décembre dernier
par l'expulsion vers le Gabon de 17 personnes. 17 personnes, 14 Iraniens et 3 Turcs sympathisants des Moudjahidines du peuple. Expulsion suivie d'une polémique, l'opposition parlant de marchandage entre Paris et Téhéran, quelques jours après la libération des 2 otages français. Le rappel des faits avec Pascal Deschamps. Sitôt connue l'expulsion vers le Gabon des 15 réfugiés iraniens et turcs, le siège des Moudjahidines du peuple était en pleine effervescence. Pour les opposants au régime de Khomeini, pas de doute, la France venait de payer par ces expulsions le retour de ces 2 otages. Dès leur arrivée à Libreville, les expulsés entamaient une grève de la faim illimitée, bientôt suivie par leurs familles et amis restés en France. Une vingtaine d'entre eux s'installaient à Neuilly, devant le siège du Haut Commissariat pour les réfugiés. L'affaire des expulsés iraniens ne faisait que commencer, une affaire qui allait mobiliser les défenseurs des droits de l'homme en France et à l'étranger, mais qui allait aussi avoir très vite des implications politiques. Le 16 décembre 1987, Charles Pasqua faisait face aux critiques. Les expulsés menaçaient bien l'ordre public. Pour le Haut Commissariat pour les réfugiés, cette réponse n'était pas convaincante. Les avocats des expulsés demandaient quant à eux au gouvernement de produire ses preuves. Enfin, le 23 décembre, le président de la République lui-même s'interrogeait sur le respect des conditions d'application du droit d'asile. Au regard de nos lois, comme au regard de la Convention de Genève, il faut que ces conditions soient respectées. L'ont-elles été? Si elles ne l'ont pas été, alors il faut remettre en position la discussion sur le droit des réfugiés en question. Tandis que les grévistes de la faim durcissaient leur mouvement, les initiatives de soutien se multipliaient, telle la visite de Daniel Mitterrand pour l'association France Liberté. Le gouvernement restait inébranlable. Nous sommes tout prêts naturellement à trouver les solutions qui s'imposent. Il ne saurait être question pour le gouvernement de remettre en cause les décisions qui ont été prises. Et pourtant, 3 jours plus tard, la signature de Robert Pandreau apparaît au bas d'un accord avec les Moudjahidines. Et ce, le jour où les tribunaux administratifs de Paris et Versailles donnent satisfaction aux avocats de 10 Iraniens. La décision d'expulsion est momentanément suspendue en attendant que la justice se prononce sur le fond. Oui, à Madrid, je vous le disais à l'instant, le Falcon 900 en provenance de Libreville au Gabon s'est posé aux alentours de 17h45. Immédiatement après son atterrissage, l'appareil a été entouré par d'importantes forces de la garde civile. Je vous rappelle que 5 réfugiés iraniens et 3 Turcs d'origine kurde, expulsés par la France le 8 décembre, sont à l'intérieur de l'appareil. À Madrid, je pense que nous avons la correspondance cette fois, une correspondance de Philippe Lefay. Muerte Khomeini, viva Rajavi. À mort Khomeini, vive Rajavi. Ils étaient une vingtaine de Moudjahidines à militer et à attendre tout à l'heure l'avion sanitaire suisse en provenance du Gabon. Des hommes, des femmes et des enfants. À 17h50, l'appareil à croix blanche sur fond rouge se pose. C'est le début d'une longue négociation entre Moudjahidines, autorités espagnoles et représentants français. Elle aboutit à une évacuation des expulsés iraniens en car, sous bonne escorte et loin de la curiosité des journalistes. Consigne leur a été donnée d'être plus que discret. 8 des 11 passagers de l'avion, 5 Iraniens et 3 Turcs, ont donc été emmenés à l'hôpital de la Croix-Rouge à Madrid. Les 3 autres sont restés à bord et doivent gagner Paris dans la soirée. Quant au comité d'accueil, il a quitté déçu l'aéroport, les fleurs étaient fanées et aucune nouvelle ne lui avait été encore donnée sur l'état de santé de ses compatriotes grévistes de la faim. Philippe Lefay, à Madrid, pour Antenne 2. Le deuxième avion, je vous le disais en ouverture du journal, est attendu à Paris ce soir, plus spécialement semble-t-il. Mais là encore, nous manquons d'informations sur la base d'Évreux. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous donner? Isabelle Bechler, vous êtes en direct sur l'antenne. Eh bien oui, moi je suis en direct du Bourget, où quelques heures après la victoire juridique du tribunal administratif de Versailles, je suis entourée par un groupe de sympathisants de la résistance iranienne, de membres des Moudjahidines du peuple et de quelques grévistes de la faim qui mettront donc fin à leur mouvement ce soir. Ils attendent sur le bord des pistes civiles de l'aéroport du Bourget. Ils attendent donc 7 des 15 Iraniens expulsés le 7 décembre dernier, 4 femmes iraniennes donc qui n'ont pas fait d'arrêt à Madrid et qui devraient arriver les premières, ainsi que 3 hommes de la mouvance des Moudjahidines du peuple. Les 2 appareils qui doivent arriver à Paris et doivent ramener les 7 Iraniens en France ont quitté Madrid, on le suppose, vous le disiez, entre 18 et 19 heures, mais personne ne sait ici
ici, s'ils atterriront sur une base civile ici ou bien sur un terrain militaire. On pense à la base militaire d'Évreux ou bien juste derrière nous à la base militaire, à la sortie militaire de la base de Dugny. Voilà, nous n'en savons pas plus. Merci Isabelle. Si d'aventure vous aviez d'autres informations avant la fin du journal, n'hésitez pas à nous rappeler, vous êtes prioritaire sur l'antenne. C'est évident. Merci, à tout à l'heure. Restent bien sûr les réactions politiques, celles-là, elles sont très diverses, vous allez les entendre. Sachez que Jean-Bernard Raymond, le ministre des Affaires étrangères, a notamment déclaré, je cite, « Nous recommencerons si le comportement de ceux qui reviennent nous paraît inadmissible ». Jean-Marie Le Pen estime quant à lui que le gouvernement pratique le repli élastique, ce sont ses propos. À gauche, on se félicite du retour des expulsés iraniens et on insiste sur le rôle déterminant joué par le président de la République. Je vous propose d'écouter deux autres réactions, celle de Pierre Messmer et Lionel Jospin. C'est une décision qui était souhaitable, en tout cas au point où nous étions arrivés, puisque cette affaire-là crée une tension non seulement entre le gouvernement et le président de la République, dont on sait qu'il a pris parti en faveur des Iraniens, mais aussi, il faut le dire, à l'intérieur de la majorité. Et par conséquent, moi je crois que la solution qui a été choisie par le gouvernement est une solution sage. Il a fallu une grève de la faim qui a mis en péril la vie d'un certain nombre de gens. Il a fallu que 1000 parlementaires étrangers mettent en accusation la France. Il a fallu que des organisations humanitaires interviennent. Il a fallu que le Parti socialiste mène campagne. Il a fallu finalement que la justice, le tribunal administratif, le ramène sur le chemin du droit pour que M. Maluret, pour que M. Pasqua, pour que ce gouvernement accepte de renoncer à ce qui était son erreur. Voilà, je vous rappelle brièvement que l'information et la décision d'hier soir est intervenue au terme de 38 jours de grève de la faim. Vraisemblablement d'autres informations, notamment sur le retour du second avion, tout à l'heure, avant la fin de cette édition. Suite des informations avec un chiffre, celui de la hausse de prix. Je souris car l'année qui se termine finit en beauté, plus 0,1% en décembre. Faites les comptes, l'inflation s'élève à 3,1% en 1987. Ce résultat place l'économie française au 3e rang des grands pays industrialisés. Tout juste, mais oui, derrière la RFA et le Japon. Alors comment peut-on expliquer ce bon résultat, Philippe? La politique salariale n'explique pas tout. Oui, la politique salariale, c'est vrai, mais nous avons été également aidés par la baisse des prix du pétrole et puis par celle du dollar et de la TVA. Mais on peut dire que l'économie française termine l'année 87 sur une note plutôt favorable en ce qui concerne les prix. Ceux-ci sont stabilisés depuis 6 mois et on peut espérer tomber en dessous de 3% d'inflation cette année 1988. Peu à peu, les Français se désintoxiquent de cette drogue, l'inflation. Autre point positif, la croissance, elle permet de mesurer les performances de la machine économique. Selon les dernières études de l'INSEE, elle devrait atteindre 2% pour l'ensemble de 1987, c'est-à-dire, à peu de choses près, le chiffre de 1986. Enfin, l'amélioration de la situation financière des entreprises, amorcée en 1985, s'est confirmée l'an passé et depuis le printemps dernier, l'investissement connaît une croissance soutenue. Le point noir, eh bien, c'est toujours le commerce extérieur. Quant au chômage, qui demeure le sujet de préoccupation numéro 1 des Français, il est stabilisé, c'est vrai, mais au prix d'un traitement social très élevé. Depuis 3 ans, l'économie française améliore ses performances et l'an passé, elle a bien digéré la libération des prix. C'est un progrès important. Reste à savoir quels seront les effets du krach boursier du mois d'octobre dernier. Les experts ne sont pas d'accord sur ce sujet et pour tous les pays, c'est la grande inconnue de 1988. Bref, il y a toujours des petites incertitudes quand même. Hein. Pas mal de grosses incertitudes. Pas d'optimisme forcené. Non. Emprunt Giscard, c'est officiel. L'État remboursera dès lundi prochain près de 30 milliards de francs. 30 milliards en 88, mais depuis 1973, l'emprunt a coûté au Trésor public la bagatelle de 92 milliards de francs. Un chiffre énorme quand on sait que l'État n'avait emprunté à l'époque que 6 milliards et demi de francs. La clé de l'histoire, c'est que l'emprunt était indexé sur l'or. Vous connaissez la suite, l'or a flambé. Véronique Auger. Heureux les particuliers qui ont conservé leur titre d'emprunt 7% acheté en 1973. Pour une mise de fonds de 1000 francs il y a 15 ans, ils auront reçu en tout 14 126 francs 65, un rendement de 25,92% par an. Encre de couleur verte pour signer un contrat en or, c'est le ministre des Finances qui lance devant les caméras son emprunt indexé sur le métal précieux. Objectif, compenser le manque à gagner provenant d'une baisse électorale de la TVA. Souhait de Valéry Giscard d'Estaing que le petit épargnant ne soit plus spolié par l'État. Le souhait s'est transformé en cauchemar pour le Trésor public. En 1973, le lingot valait 10 000 francs, aujourd'hui il en vaut 86 000. Aucun expert gouvernemental n'avait prévu cette flambée de l'or.
15 ans plus tard, c'est le gouvernement Chirac qui doit rembourser l'emprunt Giscard. Un remboursement qui n'intéresse plus vraiment les petits épargnants. Seuls 35% d'entre eux ont gardé leurs titres. Les autres les ont vendus avant la flambée de l'or en général, à de gros investisseurs institutionnels. Ce sont eux qui recevront les fonds. C'est ce qui fait hurler le Parti communiste, qui aurait voulu que le gouvernement ne rembourse rien du tout, impossible, sans remettre en cause la crédibilité de l'État. Voyons maintenant les autres télégrammes d'actualité, comme chaque soir, avec Isabelle Stess. Ensuite, nous ferons le point en Israël, plus d'un mois après le début des incidents dans les territoires occupés. Pas de circonstances atténuantes pour le trio diabolique. Aux assises de Paris, le parquet demande la réclusion à perpétuité avec peine de sûreté de 18 ans contre Valérie Subra et ses 2 complices. Tous 3 sont accusés d'avoir assassiné 2 hommes pour les dévaliser en 1984. Raymond Barre devant Jacques Chirac au club Perspective et Réalité. Le comité directeur du mouvement giscardien a voté aujourd'hui pour le candidat à l'élection présidentielle. 27 voix pour le député du Rhône, 19 pour le chef du RPR. 9 membres ne se sont pas prononcés. Bénéfice 87 en hausse pour Air France, plus 3,4%. Un bon point au trafic passager en nette hausse et un taux de remplissage record, près de 70%. Amélioration également à la SNCF grâce au redressement du trafic et à la baisse du dollar. Le déficit est moins fort que prévu, moins de 2 milliards de francs. Il dépassait 4 milliards en 1986. À l'étranger, vague de protestation après l'expulsion par les autorités israéliennes de 4 Palestiniens vers le Liban. En fin d'après-midi à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé à Israël d'annuler simplement l'ordre de déportation des Palestiniens. Je vous rappelle que les 4 expulsés ont été pris en charge par l'armée libanaise hier soir et surtout par les services de renseignement syriens avant d'être remis au Front populaire de libération de la Palestine, cher à M. Georges Habash. Aujourd'hui, dans les territoires occupés, la tension était encore très vive alors que le patriarche latin de Jérusalem faisait son entrée officielle dans la ville sainte. Charles Anderlin. 10 heures ce matin, les quelques commerçants qui avaient tenté d'ouvrir leur boutique en vieille ville de Jérusalem baissent le rideau de fer. L'appel à la grève est durci par l'expulsion hier des 4 leaders palestiniens. C'est dans cette atmosphère que s'est déroulée la procession. La nomination par Jean-Paul II de Michel Sabah à la tête du patriarcat latin de Jérusalem est un événement pour les catholiques arabes. Il a été accueilli avec beaucoup de chaleur par les fidèles. Pour la première fois, l'arrivée du patriarche latin est saluée devant le Saint-Sépulcre par des you-you criés par les femmes palestiniennes. Aucun incident n'est venu troubler ces cérémonies devant le tombeau du Christ. Cette procession dans les rues où tous les magasins sont fermés, c'est pas un peu triste? Sûrement, c'est triste, sûrement. On aurait bien voulu avoir justice et paix. C'est pourquoi nous espérons que nous ferons tout notre possible pour qu'il y ait vraiment vérité, justice et paix en Terre Sainte. Mais pour l'heure, les accrochages se poursuivent en Cisjordanie et à Gaza. Il y aurait 1 mort selon des sources israéliennes, 2 selon les Palestiniens. L'armée a ouvert des enquêtes. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Mark Goulding, a interrompu ses entretiens avec le maire de Bethléem, Elias Frege, pour aller protester contre les expulsions auprès du ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Peres. Monsieur Frege nous a dit qu'il avait conseillé aux dirigeants israéliens de ne pas procéder à de nouvelles expulsions la semaine prochaine. Cela entraînerait, a-t-il dit, une nouvelle détérioration de la situation. L'armée et la police seront à nouveau en état d'alerte renforcée demain vendredi, que les responsables religieux musulmans ont en effet décrété journée du martyr palestinien. Le Tibet, une nouvelle fois en exclusivité sur Antenne 2 ce soir, le tourisme à la chinoise. On ne le sait pas encore, mais les Chinois adorent le tourisme, comme les Japonais. On les verra d'ailleurs sans doute un jour parcourir le monde avec leurs petits appareils photographiques. Pour l'instant, ils visitent surtout leur province et leurs belles régions. Pour eux, le Tibet est avant tout synonyme de mystère. Reportage de Marie Louville. Pour les touristes, le Tibet, c'est à l'autre bout de la terre. Pour les Chinois, c'est la porte à côté. Tout à l'heure, une femme tibétaine s'est approchée de moi. Je ne savais pas ce qu'elle me voulait, mais elle avait l'air très menaçant.
Alors j'ai eu peur, j'ai crié, j'ai pleuré. Aux yeux des Chinois, le Tibétain est un être primitif qui boit du thé avec du beurre de yak. Quant au bouddhisme, pour eux, c'est véritablement du chinois. Au moment de la pause, quand un pèlerin se couche à vos pieds, on est un peu étonné. Mais sur la photo, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Les Chinois sont perplexes devant la foi tibétaine, qu'ils tiennent pour de la superstition. Il faut dire que le discours officiel chinois n'a pas facilité la compréhension. Les journaux chinois écrivent que le Tibet était un pays arriéré qu'il fallait mettre sur la voie de la démocratisation socialiste. Un pays féodal, opprimé par le servage et qu'il fallait libérer. Alors, quand on est chinois, qu'on adore le tourisme, on va visiter le Tibet nouvellement libéré. Il y a quelques indigènes, il y a de beaux chapeaux tibétains, des vestes de fourrure traditionnelles, il y a même un poignard d'époque. Le déguisement est impeccable. Et s'il y avait quelques yaks, quelques tentes de nomades, ce serait parfait. Une véritable réserve. Une réserve tibétaine. Les Tibétains seraient-ils les peaux rouges de la Chine? Oui, on se le demande. Demain soir, 5e volet de notre enquête avec un portrait de sa sainteté, le Dalai Lama. Rendez-vous demain soir, 20h. En France, je le disais à l'instant, l'étau se resserre sur les fumeurs. Michel Barzac, le ministre de la Santé, a lancé aujourd'hui une nouvelle campagne contre le tabagisme. Madame Barzac veut convaincre les jeunes avant d'interdire. Ce spot télévisé donne le ton de la campagne. Regardez. Toujours un garçon et une fille au désespoir. Elle l'appelle et il n'entend pas. Le tabac, c'est plus ça. Voilà, en toile de fond, malheureusement des chiffres effrayants et des statistiques alarmistes. Sachez que le tabac fait 50 000 morts tous les ans, ou encore que 35%, j'ai bien dit 35% des 12 à 17 ans sont des fumeurs. Comment convaincre les jeunes? La situation est-elle irréversible? Enquête de Jean-Daniel Flézaquier. Cela commence à sentir le brûlé pour le tabac. La France, comme d'autres pays occidentaux, prend conscience que la cigarette coûte plus cher à la société qu'elle ne rapporte à l'État. La cote d'alerte a surtout été atteinte chez les jeunes qui ont devant les yeux le modèle pas toujours idéal de parents farouches adeptes de l'herbe à Nico. Je leur faisais du chantage. Comment ça? Surtout à mon père, je lui disais, chaque fois que tu prends une cigarette, tu me donnes de l'argent. Est-ce que tu es riche maintenant? Maintenant il a arrêté de fumer, alors 2 paquets par jour. T'aimerais mieux qu'il te donne des sous pour acheter une chose? Non, mais je préférerais quand même qu'il garde de l'argent pour, je sais pas, acheter, je sais pas moi, quelque chose d'important pour toute la famille. Tiens, je vais mettre un thé à tabac. Mais il y a aussi l'exemple des copains. Plus d'un adolescent français sur 2 fume aujourd'hui. C'est en pensant à cela que des spécialistes de santé publique avaient remis en septembre 87 un rapport à Michel Barzac. Ils demandaient en particulier l'interdiction totale de la cigarette en milieu scolaire, aussi bien dans le primaire que le secondaire. Ce matin, le ministre de la Santé a présenté les conclusions qu'elle tirait de ces rapports, des conclusions qui n'ont pas fait un tabac auprès du professeur Hirsch. Je ne suis pas satisfait des mesures annoncées par Madame Barzac à sa conférence de presse ce matin, car finalement, il n'y a pas de mesure véritable annoncée. C'est le statu quo. Le ministre a dit qu'il faut appliquer une loi qui est vieille de 11 ans, la loi prise sous le ministère de Mme Simone Veil en 1976. 11 ans se sont passés je trouve que nous sommes en retrait. Mais pour les spécialistes, le combat contre la cigarette à l'école n'est pas perdu et tel le phénix qui renaît de ses cendres, ils espèrent que leur rapport aura quand même un certain avenir. Et puis il y a des indices qui permettent d'espérer. Je fumerai jamais. Jamais? Ouais. T'es sûr?
C'est sûr. Sûr. Bon. Moi non plus. Une chose est certaine, en France, on est encore très loin des mesures qui sont adoptées dans certains pays. Prenons l'exemple des États-Unis. Vous allez voir que là-bas, des décisions contraignantes, je crois que le terme n'est pas trop fort, viennent d'être prises, notamment dans l'État de New York. Paul Naon. Pour les Américains et les New-Yorkais, plus spécialement, la loi est draconienne. Interdiction de fumer dans les magasins de plus de 150 personnes et de 15 employés. Interdiction de fumer dans les restaurants qui doivent créer des sections spéciales non-fumeurs. Interdiction dans les bureaux de plus de 15 travailleurs. Interdiction dans les halls d'hôtel. 50% de l'espace sera désormais réservé aux fumeurs. Interdiction dans les taxis, dans les salles de congrès et dans les banques. Interdiction de fumer sur les lignes aériennes de l'État de Californie. Les amendes seront très lourdes, de 600 à 3000 francs. Il y a heureusement des exceptions. Vous pouvez fumer chez vous, dans votre voiture, dans la rue ou dans des magasins de tabac. C'est une bonne loi pour les gens qui aiment manger sans être dérangés par la cigarette des autres. Mais les fumeurs, eux, vous verrez, ils vont continuer à rouspéter, ils fumeront quand même. Ce sera difficile à gérer. Nous sommes ici dans la section non-fumeurs d'un restaurant new-yorkais. La chasse à ces fumeurs est donc commencée dans tous les États-Unis. Elle sera sans pitié. Mais il y a fort à parier que très bientôt, une association trouvera que les non-fumeurs sont allés trop loin et qu'ils empiètent désormais sur la liberté des fumeurs. À 4 ans de l'échéance de 1992, une échéance qui marquera sans doute l'avènement d'une économie européenne, on s'interroge depuis hier sur l'identité culturelle de l'Europe. C'est vrai que la culture pourrait être l'un des vecteurs de l'Europe des 12. C'est pourquoi des écrivains, des universitaires, des journalistes et des diplomates planchent sur le sujet depuis 48 heures. Gilles Rabine. Faire l'inventaire de ce qui pourrait constituer le marché commun de la culture européenne, c'est la tâche que se sont fixés ces universitaires, historiens, juristes et écrivains réunis pour 2 jours à Paris. Auparavant, 12 jeunes écrivains ont enquêté à travers l'Europe pour dresser le bilan de santé de la culture européenne. L'organisateur de ce colloque, le directeur des relations culturelles aux affaires étrangères, est lui aussi un écrivain. Il est certain qu'il y a un passé qui a créé une Europe qui est l'Europe que nous vivons à l'heure actuelle, qui est l'Europe des universités, qui est l'Europe des intellectuels, entre guillemets, qui se rencontrent, qui se retrouvent, etc. Et cette Europe se trouve à l'heure actuelle confrontée avec toute une sorte de défis, qui sont le défi américain, l'ami américain vers lequel nous sommes attirés, qui sont le défi nord-sud, qui est inéluctable, qui sont les problèmes de la francophonie qui peuvent nous attirer. L'Europe, au fond, souffre d'avoir été elle-même. Elle a un peu... Elle a été brisée, c'est certain, par les grands conflits du milieu du siècle. Et maintenant, elle a eu trop longtemps honte d'elle-même. Et je crois que ce mal, c'est peut-être... Le remède à ce mal, c'est peut-être d'essayer aujourd'hui de ressouder tout ce qui a pu éclater. L'Europe de la météo, ça existe déjà malheureusement. Laurent, il y a des nuages partout, comme ça on ne voit plus rien. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, il faut quand même juger un peu de ce qui se passe dans les autres pays pour essayer de comprendre ce qui se passe chez nous. Et ça coince. Pourquoi ça coince? Précisément parce que nous avons un anticyclone sur la Hongrie et la Roumanie, donc vous voyez, très à l'est. Il empêche la perturbation qu'a traversé la France, il l'empêche d'aller plus loin. Vous allez d'ailleurs le voir sur ces images en constatant que les nuages ne peuvent pas s'échapper vers les régions de l'est. Et nous avons une dépression sur l'Espagne. Et cette dépression, elle envoie d'autres nuages sur le bassin méditerranéen. C'est pourquoi eh bien, nous avons un temps complètement coincé et complètement bouché sur ces 2 façades de la France. Alors, demain, ça va un petit peu s'arranger quand même. Je voudrais quand même attirer votre attention également sur le fait qu'il a beaucoup plu sur le littoral méditerranéen, à Saint-Jean-du-Gard, dans le Gard précisément. Il est tombé 117 litres d'eau au mètre carré et à Villefort, dans l'Aude, 153 litres d'eau au mètre carré. Nous avons une petite pensée pour ces villages ce soir qui ont souffert beaucoup des intempéries. Demain, je vous le disais, ça va se dégager avec quand même encore dans le courant de la journée eh bien, des ondées qui vont persister sur la façade est, mais aussi sur le littoral méditerranéen. Et puis dans le courant de la journée, tout cela, hop, ça y est, surtout dans l'Est, ça va franchir les frontières. Et partout ailleurs, un ciel relativement dégagé avec des températures, vous allez en juger, qui sont alors là quasiment printanières. 17 degrés à Biarritz, ce sont les températures de mois de mai, 17 degrés à Biarritz demain après-midi, et nous aurons ici, voilà, en Dordogne, 11 degrés à Exideuil, c'est là où habitait le père Bugeaud, vous savez, le monsieur de la casquette, l'as-tu vu la casquette du père Bugeaud? Non, je ne vais pas le chanter. Eh bien, il est né là-bas, et à Exideuil, il fera 11 degrés, alors que demain, nous fêterons les Rémy, Rémy qui était évêque de Reims, le soleil se lèvera à 8h41 pour fermer et replier ses rayons à 17h19. Voilà. Merci Laurent, et à demain, je vous donne rapidement les rapports du Carté et du Tiercé qui secouraient cet après-midi sur la Côte d'Azur, à
Cagnes-sur-Mer. Vous allez les voir s'afficher sur le petit écran. Le tiercé, 4, 12, 5. Vous avez vu les rapports dans l'ordre. 1697 francs 50. Et dans un ordre différent, 339 francs 50. Tout cela, bien sûr, pour 5 francs. On enchaîne avec le quartet 4, 12, 5 et 9. Dans l'ordre, 22 458 francs, exactement, tout rond. Dans l'ordre différent, 1871 francs 50. Tout cela, bien sûr, pour 5 francs. Prochain rendez-vous d'information, édition spéciale à 22h05 exactement. Le thème du magazine, les cobayes humains. L'émission sera présentée, comme à chaque fois, par Bernard Rapp. Dernier journal, 23h30 avec Aubry Edler. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, Télématin, demain, à partir de 6h45. Bonsoir.